Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes de Challenge Web TV. Bienvenue dans votre émission Entretien. On parlera d'éducation et d'instruction aujourd'hui. L'éducation, à l'instar des autres secteurs, connaît depuis quelques années au Bénin des performances. Ceci grâce aux réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Contrairement aux années antérieures, les examens scolaires de cette année ont connu un fort taux de réussite. Qu'est-ce qui explique cette amélioration? Peut-on dire que le gouvernement a enfin trouvé la solution magique face aux défis de ce secteur? Que faut-il faire pour plus de prouesses les années à venir? Pour débattre de ces questions, vous avez ici un jeune passionné des questions de l'éducation. Il est un psychopédagogue. Bonjour, monsieur Camille Edi Koto. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Edi Camille Koto, je suis psychopédagogue et enseignant de français dans les collèges de Cotonou. Merci à vous. L'année scolaire 2020-2021 vient d'être conjuguée au passé. Vous avez suivi le déroulement des différents examens de fin d'année et les résultats aussi. Vous avez suivi avec nous au CEP, au plan national, nous avons 82,67%, au BPC 60,50% et au BAC 64,42%. Un taux record. Dites-nous, monsieur Camille, quelle analyse faites-vous de ces résultats, surtout au BAC? Merci. D'entrée, il faut dire que c'est vrai que l'éducation a toujours été le cheval de bataille de tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays, de tous les dirigeants, et encore plus des acteurs du système éducatif. Et quand je parle d'acteurs du système éducatif, je veux nommer les parents d'élèves, les enseignants, les membres des différentes administrations des écoles, les gouvernants, c'est-à-dire le gouvernement et ses composantes élargies, et en dernier ressort, les apprenants qui en réalité sont même au cœur du système, parce que s'il n'y a pas d'apprenants, c'est qu'il n'y a pas de système éducatif. Et donc les résultats élogieux de cette année, c'est vrai, pourraient surprendre au regard du niveau réel de nos apprenants, parce qu'il faut le dire, depuis bientôt une vingtaine d'années, nous n'avons de cesse de nous plaindre de la baisse cruelle du niveau des apprenants. Mais il se fait que cette année, de façon extraordinaire, les résultats des examens ont été quand même probants. Et cela ne peut qu'encourager. D'abord, vous l'avez dit, le CEP qui a donné plus de 80%, le BPC qui est allé au-delà de ce qu'on a l'habitude de connaître, et le BAC qui est venu couronner le tout avec 64%. Je pense que c'est quand même des résultats qu'il faut applaudir. Et comment en est-on arrivé là? Je suppose que chacun de son côté, je veux parler des acteurs du système, chacun de son côté a joué le rôle qui était le sien. Chacun a su prendre en main ses responsabilités pour que nous puissions aboutir à ces résultats. Le BAC aujourd'hui qui a donné 64%, je pense que depuis les années 70, nous n'avons jamais eu résultat pareil. Sinon, qu'on était allé jusqu'à 73% dans les années 70. En 2019, le BAC avait donné 50,10%, ce qui était aussi une nouveauté, résultat qu'on n'a plus jamais obtenu depuis 50 ans. L'année qui a suivi, en 2020, le BAC a donné 49%, donc nous avons encore baissé légèrement. Mais cette année, le bond a été spectaculaire, on est allé jusqu'à 64%. Et je pense que d'abord, il faut dire merci et félicitations aux enseignants qui sont même au cœur du processus enseignement, apprentissage, évaluation, puisque c'est ce sur quoi les enfants sont interrogés à l'examen, c'est bien évidemment les connaissances qui leur ont été transmises par les enseignants. Ensuite, félicitations aux parents d'élèves qui de plus en plus prennent conscience de leur rôle d'éducateurs, de parents, d'accompagnateurs, parce que l'éducation, en fait, c'est un tout. Le système, comme je le disais, il n'y a pas que l'école pour booster la motivation, pour booster la performance au niveau des apprenants. Il y a les parents d'élèves aussi qui doivent faire le suivi à la maison, en dehors des murs de l'école. Et je pense que cette année, on pourrait
affirmer sans se tromper que les parents, dans leur grande majorité, ont joué le rôle qui était le leur. Félicitations aussi aux apprenants qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Si nous parlons aujourd'hui de 64%, c'est dire qu'il y en a qui n'ont pas pu réussir. Et donc, félicitations et bravo à ceux-là qui ont pu exceller et obtenir le baccalauréat. Quel que soit ce qu'on dira, cela ne pourra plus leur être arraché. Et en dernier ressort, félicitations et merci au gouvernement, comme vous l'avez dit, qui, d'une façon ou d'une autre, a permis ces résultats. Je prends juste un exemple parmi tant d'autres, ou une initiative parmi tant d'autres, c'est désormais le fait qu'on veuille empêcher ceux qui n'ont pas le niveau pour passer en classe supérieure de le faire. Le fait qu'on veut réguler un peu le système de façon à empêcher les fraudes. Vous savez, les années antérieures, des gens pouvaient, ou les enfants béninois, parfois en complicité avec les enseignants ou les parents, pouvaient passer d'une classe à une autre sans forcément en avoir le mérite. Je prends un apprenant par exemple qui en temps normal devrait reprendre la classe de seconde dans un établissement INS, qui tripatouille avec l'aide des parents et des enseignants, comme je l'ai dit, un bulletin de notes pour se retrouver dans la classe de première dans un établissement Y, et donc il évolue ainsi jusqu'à aller chavirer son avis aux examens. Aujourd'hui, la chose n'est plus possible. Je pense qu'avec la réforme de EducMaster, où les apprenants, chacun, ont un numéro matricule, il est désormais difficile d'aller commencer une classe supérieure dans un autre établissement tant qu'on n'a pas réussi dans l'établissement d'origine. Et je pense que cela a favorisé les résultats, il faut le dire. Désormais, avant d'atterrir en classe de terminale, c'est que vous avez forcément le niveau, ou plus ou moins vous avez le mérite d'aller en classe de terminale. Et donc voilà un peu les différents aspects qui ont favorisé ces résultats. C'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux, parce que quand on fait un retour sur les réformes au niveau de l'employabilité des enseignants, au niveau du recrutement des enseignants, il y a encore un chemin à parcourir. Et je pense que les autorités le savent, parce que je prends par exemple la réforme de l'aspirana depuis 2 ans. Il faut avouer que ça continue de flotter. Et cette année, par exemple, des apprenants ont eu leurs enseignants, des apprenants en classe d'examen bien sûr, ont eu leurs enseignants après plusieurs mois que les cours aient été officiellement lancés. Vous savez, en temps normal, ça aurait pu se faire plus tôt. Et je pense que le gouvernement en est conscient. Le gouvernement sait que l'année scolaire 2021 et 2022, des avancées doivent être opérées. Et je pense déjà que ça a commencé. Ça a commencé. Le souhait, c'est que en vacances, par exemple, avant la rentrée, les enseignants qui doivent être déployés, je parle des aspirants, que chacun d'eux sache dans quel établissement il aura à intervenir pour prendre des dispositions idoines. Et comme ça, on pourra espérer, pourquoi pas 70, 80 et même 90%. Ce serait l'idéal. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les parents apprennent que les enfants ont échoué. Et donc, je pense que si le gouvernement continue dans cette lancée, on pourra aller au-delà de 90%. Ce serait, comment dire, l'exaltation pour tous. Parce que dans certains pays, il faut le dire aussi, l'échec d'un apprenant, c'est l'échec de tout le système. Merci beaucoup à vous. Lors de la délibération, le directeur de l'office du bac a essayé de faire une comparaison de ce fort taux de réussite en disant que c'est un taux inégalable depuis 1911, voilà, j'en viens 50 ans après. Est-ce qu'à considérer le niveau actuel des apprenants, est-ce qu'on peut se réjouir de ce fort taux de réussite? Et c'est, je le disais, c'est malheureusement là que l'affaire est dommageable. C'est là que c'est un peu paradoxal. Je l'avais dit à l'entame. Vous savez, je suis enseignant comme je l'ai dit. Je tiens des apprenants des classes d'examen. J'apprécie le niveau, j'évalue leur niveau. Et je pense que c'est quand même une surprise aussi, il faut l'avouer, d'avoir 64,14%. Si, 64,42%. ok, 64,42%, d'avoir ce fort taux-là. Parce qu'on se demande, mais avec les apprenants que nous avons dans nos classes, comment est-ce possible? Mais je pense que il n'y a pas que cet aspect-là à voir. C'est vrai que le niveau aujourd'hui est relativement bas, il faut l'avouer. Les apprenants de la classe de terminale, quand vous les interrogez sur certaines comment dire, évaluations ou certains apprentissages, vous demandez s'ils ont véritablement le niveau de la classe de terminale. Quand nous descendons, le mal est plus
plus profond. Nous descendons vers les classes inférieures, le mal est plus profond. En 3e, en 4e, en 5e et en 6e, vous avez affaire à des enfants qui n'ont aucune conscience de ce qu'est l'école. Toutefois, je disais qu'il ne faudrait pas voir ce simple ou ce seul aspect. Vous savez, c'est en fait la convergence de beaucoup d'éléments qui donne des résultats. Il faut dire, je l'ai dit aussi à l'entame, en prélude, les parents ont joué leur rôle, les administrations des différents établissements de notre pays, aussi bien du public que du privé. Et là, il faut tirer un coup de chapeau aux établissements privés, qui, dans leur grande majorité, ont fait 100%. Pour les séries A et B, par exemple, vous verrez que beaucoup d'établissements privés ont fait 100%. Donc, en fait, si on a eu ces résultats, c'est aussi grâce aux établissements privés qui, depuis toujours, ont quand même mis la barre très haute. Maintenant, pour ce qui concerne la surprise, je disais que beaucoup d'éléments pouvaient concourir à cela. Le choix des épreuves. Par le passé, il y a des établissements privés qui ont fait de faibles taux jusqu'à ce que même le gouvernement, l'État a fermé ces établissements privés. Oui, mais là, il faut faire mention de ce que c'était des écoles et non des établissements, pas des collèges. C'est fondamentalement des écoles privées. Des écoles, je veux dire le primaire, c'était le primaire qui était mis en cause, mais au secondaire, je pense que c'est un moindre mal. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'établissements secondaires de collège qui est donné des taux de 0%. Et là, c'est aussi des écoles qui ne respectaient pas les normes, et donc c'est quand même normal, c'est des prérogatives du gouvernement de fermer ces écoles-là et de les faire revenir en fait à la norme. Maintenant, j'allais parler aussi de l'aspect que tout le monde n'apprécie pas forcément ou que tout le monde n'appréhende pas forcément, c'est la qualité des épreuves. La qualité des épreuves. Je ne dis pas que les épreuves ont été diluées de façon à favoriser les candidats, mais je pense qu'en réalité, pour une épreuve d'examen, on ne devrait pas coincer ou chercher en griffe à coincer les apprenants. Sénèque dira qu'on évalue que ce que l'on a enseigné. On évalue que ce que l'on a enseigné. Et je me rappelle, paix à son âme, Bernadette Soudi Agbossou, ancienne ministre de l'enseignement secondaire, malheureusement qui n'est plus de ce monde, qui nous répétait sans cesse que l'enseignant ne doit évaluer que sur ce qu'il a enseigné. On ne peut pas interroger les apprenants sur les connaissances qu'on ne leur a pas transmises. Et donc, vous savez, lorsque par exemple, pendant une année scolaire, il y a des perturbations, il y a les grèves, et que tous les apprenants n'ont pas pu atteindre le niveau requis dans le programme, ou tous les enseignants n'ont pas pu atteindre le niveau requis dans le programme, on ne peut pas, par exemple, évaluer sur les situations d'apprentissage que tous les apprenants n'ont pas eu à voir. Et je pense que c'est quand même normal qu'on puisse distinguer un examen d'un concours. Lorsque c'est un concours, on recherche les élites. Quand c'est un concours, on recherche les élites. Quand le gouvernement décide par exemple d'organiser un concours pour recruter des fonctionnaires dans les administrations de notre pays, je pense que dans ces cas-là, on recherche les meilleurs des meilleurs, la crème des crèmes. Mais pour un examen, c'est juste le minimum requis pour qu'on puisse jauger l'apprenant capable d'affronter les épreuves. Et je suppose que cette année, il faut le dire aussi, peut-être que les évaluateurs, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, ceux-là qui siègent dans les commissions qui retiennent les épreuves, ont tenu compte de cet aspect-là. Et je pense que c'est davantage ce que nous devrons faire à l'avenir. Ne pas vouloir coincer les apprenants ou les candidats à un examen, parce qu'un examen, ce n'est pas un concours. Il faut les évaluer sur le juste, strict, comment dire, voilà, ce sur quoi on peut les interroger, ce qu'on leur a transmis comme connaissance. Et comme on le dit, l'apprenant moyen peut réussir un examen sans difficulté. Et c'est ce qui est arrivé. Merci. Au regard du déroulement des programmes scolaires, l'organisation des examens et les taux de réussite enregistrés ces dernières années, est-ce qu'on peut déjà affirmer que le gouvernement a enfin trouvé la thérapie de choc face aux défis du secteur de l'enseignement, comme je l'avais évoqué au début? Merci. Avant d'en arriver là, permettez-moi de revenir rapidement sur un aspect. Aujourd'hui, des voix se sont levées, comme vous l'avez dit, c'est vrai, pour s'interroger sur la crédibilité de ces résultats-là. Et je voudrais le dire, c'est vrai, je ne suis pas le directeur de l'office du bac, je suis l'un de l'être, mais je pense, ayant participé une ou deux fois à ces travaux aussi, qu'il n'y a pas de doute à avoir sur la crédibilité des résultats du bac. Le bac béninois est un label et ça, je peux l'affirmer avec certitude. Lorsque vous avez pris part, par exemple, aux travaux du secrétariat du bac, vous savez quel est le processus et je pense qu'aucun gouvernement, aucun ministre,
aucun député, en tout cas aucune autorité politique aujourd'hui au Bénin n'a la possibilité d'interférer dans les résultats du baccalauréat au point de les améliorer de façon fictive. Ce n'est pas possible. Et le directeur de l'office du bac, connaissant aussi sa rigueur dans le processus, je dis, le processus ne laisse la main à aucun individu, aucune personnalité d'interférer de façon à rendre les résultats moins crédibles. C'était une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Maintenant, on ne peut pas tout de go affirmer que le gouvernement a trouvé la thérapie de choc parce que, vous savez, les résultats aux examens, c'est vrai que c'est ça l'aboutissement du processus scolaire, mais les résultats aux examens ne suffiraient pas pour affirmer que nous avons trouvé la thérapie de choc pour sortir le système éducatif béninois de la puanteur. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. À l'heure où nous parlons, et vous le savez aussi bien que moi, je venais de l'évoquer, il n'est pas encore... Oui, déjà, en fait, le système éducatif est organisé en plusieurs, à plusieurs degrés, je voudrais dire plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour la réussite ou la performance d'un système éducatif. Je parlerai d'abord des ressources humaines. Et là, j'évoque les enseignants, les membres des différentes administrations des collèges, les apprenants et même les parents d'élèves. Il faut que les enseignants soient de qualité. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train de tendre vers cet idéal-là. Mais toujours est-il qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui ne sont pas formés. Et quand je prends par exemple le cas des aspirants, j'aurais voulu, comme le gouvernement l'a dit il y a 2 ans, que ces aspirants, une fois recrutés, qu'on puisse les former en bonne et due forme, qu'on puisse les envoyer en formation à l'école normale, par exemple, pour relever leur niveau, parce qu'il y a une différence entre le diplôme académique et le diplôme professionnel. Et tant qu'ils n'auront pas acquis les diplômes professionnels, c'est dire qu'il y a quelque chose encore à faire à leur niveau. Je veux parler aussi de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces enseignants-là. Vous savez, beaucoup se sont désistés dans le rang des aspirants parce qu'on les a envoyés à 1000 lieues de leur zone de résidence. Et ça a aussi créé des défaillances au niveau du système. Je veux parler des enseignants qui sont déjà fonctionnaires de l'État. Ceux-là aussi se plaignent tout le temps parce qu'ils n'ont pas de conditions de vie reluisantes. Je pense que le gouvernement a tout à gagner en les aidant à mieux faire leur travail et donc en améliorant leurs conditions de vie. On a supprimé le droit de grève ou on l'a réorganisé. On a réorganisé le droit de grève ou restructuré le droit de grève. Je pense qu'en réalité, c'est vrai, c'est une avancée, mais ce qui amenait les enseignants à aller en grève, on doit pouvoir aussi résoudre ces problèmes-là pour ne pas, pour prévenir d'autres déconvenus les années à venir. Je pense aussi que le deuxième niveau, c'est les infrastructures. Les infrastructures, après les ressources humaines, c'est les infrastructures. Et aujourd'hui, dans notre pays, des écoles continuent, des apprenants, continuent de recevoir les cours à même le sol. Des apprenants continuent de recevoir les cours sans, les salles de classe qui répondent aux normes de l'école de qualité fondamentale. Et je pense que c'est encore des défis que nous devons pouvoir relever pour être sûrs que nous sommes sur le bon chemin, que nous avons passé les déboires des années antérieures. Donc, a priori, c'est vrai, les résultats sont élogieux. Mais on ne peut pas encore, se suffire, aller reposer notre tête sur le laurier ou les oreillers et dire que nous avons atteint le niveau escompté. L'éducation étant un processus de longue haleine qui court toute la vie de l'individu, je pense que nous devons pouvoir continuer dans cette dynamique pour relever le défi de l'épanouissement de notre jeunesse et de cette façon développer notre pays, le Bénin. Merci à vous, chers invités. Parlons à présent des nouveaux bacheliers. Bientôt les rentrées universitaires. Quels conseils avez-vous à donner à ces derniers pour une bonne orientation dans les filières? Les nouveaux bacheliers, je pense que là aussi c'est quand même un défi que le gouvernement doit pouvoir relever, l'orientation. Parce qu'il ne servira à rien en fait d'avoir des milliers de bacheliers et de ne pouvoir les caser quelque part. Il ne servira à rien d'avoir 100 000 bacheliers par exemple et de n'avoir parmi eux que 30 000 ou 20 000 d'inscrits dans les universités, régulièrement inscrits, je veux dire. C'est une perte pour la République. C'est véritablement une perte pour la République. Et je pense que l'orientation scolaire doit désormais constituer le cheval de bataille du gouvernement.
beaucoup d'apprenants, beaucoup de candidats, parmi ceux qui viennent d'obtenir le bac, vont certainement perdre 1 année ou 2 années avant de finalement se retrouver. Et là, c'est parce qu'il y a une défaillance dans le système éducatif, parce que l'orientation scolaire est même la base de ce qui dirige le système. Sénèque, que j'aime bien citer, dira que le vent n'est pas favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Et donc, c'est considéré que parfois les apprenants obtiennent le bac, mais après le bac, ce qu'ils deviennent, ça ne fait plus le souci de personne dans la République. Et ce n'est pas bien. Je pense que le gouvernement doit pouvoir espérer un retour sur investissement. Ce que j'appelle retour sur investissement, que ce soit les établissements publics comme les établissements privés, c'est quand même le gouvernement qui investit, parce que les privés ont aussi une subvention qu'ils reçoivent du gouvernement. Et donc, le gouvernement a tout à gagner en continuant de prendre à bras le corps l'orientation des nouveaux bacheliers. C'est vrai que ça se fait, mais pas dans les règles de l'art. Je pense que l'orientation ne devrait pas commencer après le bac. L'orientation commence en réalité en début de cycle, parce qu'on a bien dit orientation, c'est à donner la direction A. Donc pour donner la direction, il faut que ça se fasse en amont, pas en aval. Et donc le souhait, c'est que les étudiants, les nouveaux étudiants soient bien orientés pour que dans leur grande majorité, ils puissent choisir les filières conséquentes pour leur avenir. Encore que, à l'heure actuelle, si vous les interrogez, beaucoup ne savent pas véritablement ce qu'ils feront à l'université. Et c'est véritablement là le problème. Si vous le permettez, pour un meilleur choix de filière ou pour une meilleure orientation, c'est 3 ou 4 aspects à prendre en compte. D'abord, la passion de l'intéressé même. Quelle est sa passion? De quoi rêve-t-il? Que voudrait-il devenir? Ensuite, les compétences. Est-ce qu'il a les compétences pour aller vers ce domaine? Je voudrais par exemple devenir médecin. Est-ce que d'abord j'ai fait un bac D ou C? Est-ce que j'ai le potentiel pour faire les études en médecine? Donc les compétences. Et en troisième lieu, les besoins du marché de l'emploi. Et nous parlons souvent de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est vrai que dans notre pays, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, on n'a pas encore relevé le défi là. Si bien que des milliers d'étudiants aujourd'hui, des milliers de diplômés aujourd'hui au Bénin ne savent que faire, parce que bien sûr, ils ont été formés dans des filières qui ne sont plus porteuses de richesse. Et le dernier niveau, c'est les moyens, les ressources financières dont disposent les parents pour accompagner ou booster la scolarité de leurs apprenants. Donc, espérer que ces apprenants ou ces nouveaux bacheliers s'inscrivent dans les filières de leur choix pour espérer un avenir meilleur ou pour avoir un avenir radieux, c'est aussi responsabiliser les gouvernants pour que dans le choix des filières, les séances d'information que le ministère de l'Enseignement supérieur organise à leur profit soient davantage coachées, ce soit du coaching, pourquoi pas individuel ou en petit groupe, pour que leurs préoccupations soient enregistrées. Et j'aurais voulu, ça c'est pour finir par rapport à cette question, j'aurais voulu que désormais l'orientation commence, pourquoi pas en classe de 6e ou au pire des cas en classe de seconde, que le ministère, les différents ministères ayant en charge de l'éducation puissent véritablement repenser à la chose pour qu'on ne soit pas en train d'orienter les candidats après leur bac, mais qu'on oriente plutôt les apprenants quand ils atteignent la classe de 6e ou quand ils doivent commencer le second cycle. Merci à vous, chers psychopédagogues. Votre mot de la fin. Je voudrais pour finir remercier Challenge Web TV pour cette initiative et pour toutes les émissions que vous organisez à l'endroit non seulement du système éducatif de l'éducation, mais aussi au niveau de tous les autres secteurs qui gouvernent notre pays. Le souhait aujourd'hui, c'est que les nouveaux bacheliers puissent dans 3 ans, dans 5 ans, espérer une vie meilleure au plan socio-professionnel. Et cet espoir, on le nourrit de façon intime et nous voulons convier tous les acteurs du système à mettre bouchée double pour que cet objectif soit atteint. Une fois encore, je voudrais dire félicitations et bravo à tous les acteurs du système. Je veux parler des enseignants, des membres des différentes administrations, des établissements privés comme publics, des gouvernants, des parents d'élèves et aussi à l'endroit des apprenants, je dis félicitations et bravo pour avoir décroché leur premier diplôme universitaire. Qu'ils gardent la tête haute et qu'ils se disent que c'est maintenant que commence le plus dur. C'est maintenant que commence le véritable combat pour une meilleure vie, un meilleur avenir socio-professionnel. Et donc, il ne faut jamais baisser les bras
tant qu'on sait qu'on a encore des défis à relever. Plaise de ciel que chacun d'eux arrive véritablement à mieux s'orienter. Et ce serait un plaisir aussi de revenir ici parler d'orientation scolaire et universitaire pour permettre à ces bacheliers-là d'opérer de meilleurs choix pour ne pas demain regretter leur choix. Bon vent à chacun d'eux, félicitations et bravo à tous les acteurs du système qui ont permis que nous ayons ces résultats-là. Bravo à tous les bacheliers, c'est sur ce mot que nous allons mettre un terme à cet entretien. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.